laissez-moi tranquille. Allez, Ous, déguerpissez. Cher monsieur. Je ne suis pas japonais. Ah, c'est vrai. Venez, montez, je vous emmène. Allez-y. Je vous emmène où? À Jingwumun. Jingwumun? Vous parlez de l'école? Mais oui, j'étudie le kung-fu. On y va ou on reste là? Vous étudiez le kung-fu? Je ne vous emmène pas là-bas. À Shanghai, tout le monde vous le dira. Jingwumun était numéro 1 avant. Maintenant, ça ne vaut plus rien. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e tacle. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 26e épisode de High Kick dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon poteau Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu mon cher Seb? Mais salut Jazz, salut les auditeurs. Oh là là, ça fait longtemps. Alors enfin les auditeurs s'en rendent pas trop compte, mais ça fait longtemps. Écoute, ouais, le dernier enregistrement, ça date de début juin. C'était pour Talon of the Eagles. Et depuis, en fait, on ne s'est pas retrouvé en enregistrement. Mais non, on n'a pas réussi. C'est ça. Moi, j'étais dans une transition professionnelle. J'ai plus le temps que je pouvais avoir sur mes découchés d'hôtel pour pouvoir enregistrer tout ça. Et c'est compliqué parce que ça limite énormément le temps. Et tout le monde n'est pas dispo en journée. Toi, le premier. Donc, du coup, on a pâti. Oui. Tu as eu des petites indisponibilités de ton côté aussi. Ouais, tout à fait. On va avoir un running gag, on vous le dit ici, parce que les plus attentifs vont se rendre compte qu'il manque un épisode dans la numérotation. Ouais. Et on va le faire, on le fera, là, on va le faire dans les prochains jours pour vous le sortir. Il sortira après, mais il aurait dû sortir avant. Enfin bref, voilà. Bah, certain Jason, oui, comme toi. Oui, mais je l'avais sorti dans le message. Tu sais, qu'on a sorti un message pendant l'été. Ah oui. Pour expliquer un peu le changement de planning de l'été, parce que le changement, à la base, l'été, c'était fait pour les presque high kick, et finalement, en fait, on vous a diffusé des high kick dans tes films préf, et puis, du coup, le stock qu'on avait, c'est-à-dire que Piège à grande vitesse et Talon of the Eagles, et en fait, juste avant, il y avait un épisode qu'on a enregistré au mois de janvier avec Seb, un épisode un peu maudit. Complètement ça. maudit. C'est le transporteur. Oui. Et du coup, en fait, c'est un épisode qu'on a enregistré au mois de janvier, qu'on devait diffuser, il me semble, au mois de février. C'est ça. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, on va le sortir. Et au moment où on se dit, c'est OK, on le sort, il y a Roadhouse qui sort. Ouais. Et donc du coup on se dit mais en fait ça a tout chamboulé. On va privilégier Roadhouse plutôt que Transporteur, et en fait le film a été décalé. Ouais. Et moi quand je me suis mis après au montage au mois de juin, parce que je suis une vraie feignasse, et donc à un moment donné je me suis dit tiens, je vais me mettre un peu au montage, et du coup le problème c'est que j'avais perdu la piste de Seb, ou moi je te l'ai pas envoyé, ça peut être ça aussi Non, tu me l'avais envoyé, mais donc du coup j'ai bien le lien, mais comme tu avais vidé ton cloud, coup j'ai plus de traces de la bande sonore, et donc voilà, on en arrive où du coup tout a été décalé, et on n'a pas cet épisode-là, mais on va vous le sortir. Oui, on le fera. Mais ça devient un peu le running gag. Mais ce qu'on peut dire avant de lancer l'épisode, plein d'infos. C'est que plein d'infos. En fait, déjà on est de retour, et et pas pour vous, Jean Mauvais Tour. Et non, et ça fait hyper plaisir de pouvoir enregistrer. Alors, moi, je suis en transition déménagement, donc là, j'ai un micro, j'ai repris mon tout premier micro, j'ai pas encore installé le nouveau, donc du coup, peut-être que le son ne sera pas si optimal que d'habitude. Les chansons tolérants, mon petit Jazz. Donc voilà. Tout à fait. Non, ce que je voulais dire, c'est que déjà, on a lancé, officiellement. Oui. Parce qu'avant, on était plus en mode ninja. Mais là, on a lancé officiellement la chaîne YouTube de High Kick dans ton podcast, où vous pouvez retrouver les épisodes que vous avez sur les plateformes de podcast. Vous pouvez les retrouver sur YouTube, mais pas que, puisque en fait, il va y avoir des petites nouveautés. Et il va falloir être un peu attentif parce que en fait, il y aura du contenu qui sera exclusivement sur YouTube. Déjà, le point de vue vidéo, que
Puis on est dans un podcast, vous ne nous voyez pas, mais on va peut-être, entre guillemets, on va pas trop en dévoiler maintenant, mais on va peut-être un petit peu jouer le jeu de montrer notre tête à la caméra, parce que ça sera dans un contexte un peu particulier. Donc on peut le dire, il y aura certains high kicks dans tes films préf qui seront en cam, en fonction des invités. On a 2-3 touches avec des invités, voilà, on va dire des bonnes guests, hein, on va se le dire. C'est en train de se finaliser, donc on n'annonce pas de nom pour l'instant, mais ça nous fait un peu kiffer, on va se le dire. Et puis on va certainement, parce que moi j'ai un peu initié le high kick dans ton cache. D'ailleurs, on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce que toi c'était hold up au cache, après ça a été high kick dans tes caches. Moi je te dis non, c'est bon, j'ai corrigé. Dans ton bon, cache. C'est bon, monsieur, j'ai corrigé. D'accord. J'ai corrigé. Ok. Mais on se rend compte un truc qui fait super plaisir, c'est qu'on découvre un monde qu'est YouTube, avec des gens qui réagissent en direct. Et ça fait bizarre. Alors vous n'êtes pas encore nombreux, mais je regarde régulièrement les stats YouTube Studio, parce que c'est par là-dessus qu'on passe. On est déjà quasiment à 150 abonnés, ça monte régulièrement, on a des anomalies, c'est-à-dire on a des épisodes cartonnent de ouf, je crois qu'il y en a un qui est pas loin des 4000 vues, on a des épisodes à plus de 3000 vues, enfin des trucs comme ça, et puis les formats acquis dans tes caches, enfin dans ton cache, fonctionnent bien aussi, avec de l'interaction, des commentaires, et c'est un vrai kiff en fait. Alors c'est moi qui suis derrière les commentaires, hein, qui vous répond, comme je peux, mais c'est très très appréciable, et on se dit que si on commence un peu à mettre nos têtes, ça rendra le truc un peu plus identifiable. Voilà, donc certainement qu'on fera peut-être un kick dans ton cache tous les deux. On montrera nos trouvailles, on se les montrera à nous et puis on les montrera aux auditeurs. Et puis voilà, on fera du high kick dans tes films préf. Alors, j'ai eu quelques petits retours et je vais notamment citer Nostalgeek quand je lui ai dit qu'on allait réserver le format high kick dans tes films préf pour YouTube. Il m'a dit ah bah non, moi j'aimais bien, c'était une respiration sur le podcast et compagnie. On va voir. Clairement, c'est pas encore décidé parce qu'on en a parlé. Pour nous, on était parti pour les mettre sur YouTube et en rediff l'été. Voilà, pour que vous profitiez de ça sur l'été. Donc, on n'est pas encore arrêté là-dessus, mais on veut pas surcharger le podcast parce qu'en vrai, on a plein d'idées de concepts et en vrai, c'est beaucoup des concepts qui iraient bien pour YouTube pour le coup, puisque il y a un auditoire un peu plus important. Et on se dit que si on se concentre sur la qualité podcastique sur des épisodes où on parle de films, on pourra peut-être arriver des fois à vous proposer peut-être non pas 2 films par mois, mais peut-être 3 des fois, ou 4 si on est un peu motivé et qu'on a le temps de record. Et là-dedans, ça limite un peu la place pour le reste, quoi. Ouais, totalement. Et du coup, ouais, il va y avoir des nouveautés là durant cette saison-là, avec des bons invités. Ouais. Là franchement on a une bonne petite liste et puis aussi des concepts. En fait on va se développer. Voilà, moi j'appelle ça la saison du développement. Ouais, c'est ça. Et il y a la place en vrai parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tant que ça en fait à parler de cinéma d'arts martiaux. Nous on est assez généraliste, hein, et encore une fois on le répète ici. Parce que j'ai beaucoup échangé et je lui fais un petit coucou ici à Max Pereira qui m'a donné plein de conseils, qui est toujours de bons conseils, bienveillant, qui donne toujours plein de tips, plein d'infos, parce que c'est quelqu'un de très très calé sur le cinéma asiatique, hongkongais, tout ce qu'on veut, etc. Et c'est vrai que nous là-dessus, on touche un peu à tous les cinémas, on est un peu plus néophyte sur la partie hongkongaise, mais on n'a pas pour but, et ça je le rappelle ici, d'être des experts du cinéma d'arts martiaux. On essaie d'avoir une approche un peu pédagogique et c'est de faire un peu de vulgarisation pour essayer justement de se dire que le cinéma d'arts martiaux c'est un chouette cinéma qu'il faut regarder et qu'il faut le prendre comme il est, c'est-à-dire un cinéma d'action, d'émotion où on vibre à la chorégraphie des combats, on vibre à tout ce qu'on peut voir, parce que souvent on va dire ouais il n'est pas réaliste ce film parce qu'il fait des trucs qui marcheraient jamais dans la vraie vie, mais encore une fois moi je le répète ici, c'est pas le but quoi. Le but c'est de voir un truc, c'est des arts martiaux et c'est le cinéma, donc le but c'est de voir de l'art et de voir des chouettes choses qui tournent bien quoi, tu vois. Je suis carrément d'accord. Bon. Oui. Et on s'est fait plaisir pour la rentrée parce qu'on a tapé un gros film. Ouais, on tape un gros film hein, là. Ouais. Pour nous en tout cas. Oui, totalement. Et puis même en fait, ça a coulé de source en fait. Hein, ouais. Quand on s'est dit bon, on attaque avec quel film à la rentrée, bim, allez c'est parti, on va commencer avec un gros film hongkongais en plus. Donc ça c'est trop cool. Oui. Mais avant de commencer cet épisode, cet épisode légendaire. Attends, nous allons le point de la légende. Ah oui, alors, c'est pas mal.
Du coup, on va répéter le concept. Donc, on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui à elle seule, en fait, mérite qu'on s'intéresse au film. Et ça a été dur pour celui-là. Très, très dur. Ouais, ça a été dur. Ça a été très, très, très dur. Parce qu'il y a on aurait pu tous les choisir. Oui, ouais. On aurait pu faire carrément un épisode juste avec les scènes. Oui, c'est ça. Mais c'est un film à scène, clairement. Il y a un peu de scénario, mais c'est clairement, t'es là, tu te dis putain, mais c'est waouh. Enfin, il y a tous les ingrédients. On va y revenir. Mais il y a tous les ingrédients pour que ça fonctionne, quoi. Ouais, c'est clair, carrément. Bien évidemment, en fait, au préalable, on vous parlera du film de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes, et on vous donnera notre avis. Bon, mon cher Seb, aujourd'hui, c'est un film qu'on apprécie beaucoup. On l'a énormément name-droppé. Oui. Il me semble même qu'on a tout à l'heure. Mais même, il me semble qu'on en a parlé lors d'un high-kick dans tes films préf. Oui. Et voilà, vous l'avez compris, parce que vous l'avez lu. Quand vous avez cliqué sur l'épisode, vous avez vu la jaquette et vous avez vu le titre. Et oui, nous allons parler de Fist of Legend de Gordon Chan. Et tout de suite, la bande-annonce. Tu as raison. Alors la guerre sera inévitable. Aujourd'hui, j'ai reçu un télégramme du Shanghai qui m'apprend que Monsieur Huo est mort. Il a été assassiné. Quand les Japonais quitteront la Chine, ma mission sera terminée. Nous comptions sur les samouraïs pour détruire la légende des arts martiaux chinois. C'est moi qui décide contre qui je me bats. Je ne reçois aucun ordre. Dis-moi une chose. Quel est le coup le plus puissant que tu connaisses? C'est l'énergie. Il faut se concentrer et la laisser exploser. Bon, mon cher Seb, Fist of Legend, qui en fait, tu nous en parleras un peu plus dans le résumé du film, mais c'est un remake de La Fureur de Vaincre, de Lowe. Moi, ce que je peux juste te dire, avant de te laisser la main, c'est que c'est un film qui est devenu culte dans le temps, parce que quand il est sorti au cinéma, ça n'a pas été non plus un gros succès, et d'ailleurs, les chiffres étaient décevants, et c'est vrai que toute l'équipe de production était un peu déçue, parce qu'ils s'attendaient à un énorme succès. Sur le marché hongkongais, précise. Parce qu'après, il a eu son... Oui, sur le marché hongkongais, pas sur le marché international. Outre-Atlantique, ouais. Mais c'est étonnant, je rebondis rapidement. On nous dit que c'est des chiffres décevants, mais en fait, moi, j'ai pas trouvé d'infos sur qu'est-ce qu'on appelle décevant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais parce qu'en fait, c'est un peu particulier. On part du principe que Jet Li est une superstar à cette époque-là. Oui. Dans un style. Il venait juste de sortir, en fait, je crois qu'il avait fait un film de Corée Yuen qui s'appelle Fong Sai-yuk, et qui avait rapporté 30 millions de dollars hongkongais. Donc du coup c'était un tout petit budget à l'époque, et ça l'avait propulsé en tant que Rosta du film hongkongais. Alors bien que voilà, il avait quand même eu les titres en Chine, mais c'est vrai que ce film là l'avait propulsé, et donc du coup c'est vrai que quand ils ont fait Fist of Legend et que le film a rapporté 14 millions de dollars hongkongais, c'est vrai que c'est pas ouf. Voilà. Ouais. Même si on voit que certaines fois il y a certains Jackie Chan qui faisaient ce score-là, même moindre, et on considérait ça comme des succès. C'est vrai que là c'était un semi-échec. Mais le film a cartonné à l'international. Le film, on en parlera, a bénéficié de plusieurs versions, et du coup il est devenu ultra culte et a largement remboursé son budget. Ça a surtout ouvert les portes au marché américain à Jet Li, quoi. C'est ce qui lui a ouvert tous les rôles après derrière. En fait, c'est à partir de là. Alors,
Fist of Legend, on peut le lire maintenant, mais Fist of Legend, je crois qu'il est intervenu chez nous, vraiment en DVD. Ouais. Il y a eu des cassettes, il y a eu de la VHS. Oui, il y a eu des cassettes VHS. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste après que Jet Li ait fait L'Arme Fatale. Ouais, c'est ça, c'est pas loin des années 2000, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bah, moi, je me rappelle, je l'avais loué au Canal Vidéo, ce film-là. Donc, et c'est juste après L'Arme Fatale 4 en fait, où il y a eu tout un tas de films de Jet Li qui sont sortis. Je crois qu'il y avait eu un film qui s'appelait Dragon Rouge. Enfin, il y avait plein de films qui, et puis surtout il était toutefois en Chine, qui était édité par le Studio Canal, ouais. Studio Canal, ouais, tout à fait. Il y a eu pas mal de films de Jet Li qui sont sortis. Et puis bon, après c'est vrai que la carrière américaine de Jet Li a fait que qu'il est devenu un peu plus connu à l'international, notamment Roméo doit mourir. Ouais. Qui est son plus gros succès, mis à part L'Arme Fatale 4. Je suis resté positif et toi tu ne l'es pas et il faut que je revoie ce film. Non mais je reverrai le film parce que quand même je pense que j'ai aussi été un peu vif en disant que c'était nul. Non mais t'as peut-être raison. C'est des films qui peuvent mal vieillir, tu sais. Non, mais en fait c'est des films câblés. Tu vois, c'est le problème, c'est comme En Sursis ou Hors Limite, c'est des films qui sont ultra câblés et ça peut très très mal vieillir à un moment donné. Alors c'est vrai qu'en Sursis n'a pas trop mal vieilli, mais Hors Limite, on est d'accord que quand on l'a vu, on s'est dit c'est plutôt pas mal, mais au final c'est hyper câblé quoi. Oui, et puis l'acteur principal se bat pas beaucoup en fait. Oui, en même temps c'est le panda dodu, voilà. Il va pas non plus se battre de ouf. Très compliqué. Mais il annonce quand même qu'il peut prendre Michael J. White quand il veut. Oui, et ça c'est plutôt drôle. Ça se voit dans le film d'ailleurs, donc c'est vrai. Oui, hein oui. Totalement. D'ailleurs c'est les cascadeurs de Seagal qui se bat contre Michael J. White. Mais tu vois, juste pour rebondir, parce que tu parles du contexte de sortie, moi j'aime bien raconter cette anecdote-là. C'est un film, c'était un copain d'école qu'on était au lycée, qui l'avait acheté chez le marchand de journaux. Et qui me l'avait prêté. Donc du coup j'avais regardé à l'époque avec ce DVD, je sais pas, c'était pas un TF1 vidéo, un truc comme ça, tu sais. Mais ce qui était cool, c'est qu'en fait il avait l'affiche du film. Et quand il a ouvert le DVD, le premier truc qu'il a fait, quand j'ai vu le truc, j'étais avec mes yeux, je dis waouh putain c'est trop bien et tout. Et il me dit bah tu veux l'affiche ? Ah bah je dis ouais, ça te dérange pas. Et il m'avait filé l'affiche. Et pendant très très longtemps, dans ma chambre d'ado, donc là on parle du Seb au lycée, dans les années 2000, j'avais l'affiche de Jet Li et de Fist of Legend dans ma chambre, et que je n'ai plus évidemment, parce que forcément bref, j'ai beaucoup d'affiches. Petite anecdote sur les affiches d'ailleurs, j'étais très copain avec mon loueur de DVD qui était dans ma ville. Je louais énormément de DVD d'action de l'époque, et je suis un grand fan du Masque de Zorro. Voilà. On a tous ses défauts, mais moi j'adore ce film. Alors honnêtement, il est vachement bien ce film. Ouais, j'adore. La suite est discutable. Bref. Discutable. Et il m'avait filé l'affiche cinéma. Donc, je sais pas si vous voyez un peu une porte de chambre, la taille que ça peut faire. Ça prenait l'intégralité de ma porte de chambre. Et c'était les affiches en dur. Et cette affiche, je l'ai gardée tellement longtemps. Et dans ma chambre, c'était beaucoup d'affiches comme ça. Et je me dis, maintenant, si je l'avais gardée, ça aurait eu peut-être un petit peu de valeur, tu vois, parce que c'est des choses qui prennent un peu de valeur. Je l'aurais pas revendu. Mais je me dis, putain, j'avais quand même pendant un temps l'affiche de Fist of Legend dans ma chambre. Et bref, voilà. Mais c'est un film que... C'est mon premier contact avec le cinéma HK, sans avoir conscience que c'était du cinéma HK. C'est un peu complexe, hein, mais moi je découvre le cinéma HK depuis pas longtemps, vraiment, de ce que c'est, de ce que ça représente, etc. Et ce film-là, c'est peut-être un des premiers avec Taishi Master, parce que j'ai vu Taishi Master après, qui m'a ouvert les portes en fait de ce cinéma-là sans le savoir, mais qui du coup m'a fait tomber amoureux de Jet Li, et j'adore cet acteur. Et bref, on va en parler, et on se fait plaisir à parler de Fist of Legend aujourd'hui en tout cas. Il y a un problème ? Mais non, pas du tout. Général Fujita, monsieur le consul, tout va bien, tout va bien. Veuillez vous écarter. Oui. Ah non, je suis d'accord, et ton anecdote, oui, c'est vrai que les affiches, moi aussi j'avais une chambre qui était comment dire, blindée d'affiches de films, notamment un super film avec Donnie Yen. Lequel ? Highlander Endgame. Merde. Là c'est honteux. Je tiens de te le dire, c'est honteux.
Du coup, mon cher Seb, est-ce que tu peux nous parler de ce film, s'il te plaît? Ouais, comme tu le disais, en fait, tu l'as résumé, c'est un remake de La Fureur de vaincre avec feu Bruce Lee. On va revenir un petit peu sur l'approche qui est faite dans ce film-là, mais grosso modo, on reprend un peu les mêmes bases, il y a en tout cas le même fil conducteur. Ils ont adouci un peu le contexte historique, ils l'ont rendu moins anti-japonais, et un peu plus subtil dans ce film-là que ne l'était l'original, en tout cas celui avec Bruce Lee. Mais ensuite, donc, on retrouve le personnage de Chen Zhen, qui est interprété par Jet Li, qui lui, du coup, est un étudiant, et il étudie où? Il étudie à Tokyo. Et en fait, il apprend, pendant ses études, que son maître, le maître Uo, a été, en tout cas, dans les premiers indices, est mort à l'issue d'un défi, lors d'un combat contre une école japonaise. Et donc forcément, il va revenir à Shanghai, qui sont sous l'occupation japonaise, pour justement déjà lui rendre ses hommages, et surtout essayer de comprendre, parce que c'était quelqu'un de quand même assez renommé dans les arts martiaux, et forcément son enquête va l'emmener dans quelque chose de beaucoup plus profond. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas trop en dire plus, mais voilà, en gros ça reprend pas mal les bases quand même du film de Bruce Lee, avec forcément l'affrontement dans le dojo, les histoires de traîtres et de petites choses. On va pas vous spoiler le film, on va essayer d'éviter. Après, je pense que c'est un film que vous avez tous vu, peut-être un de ces films un peu plus cultes. Mais en gros, voilà, l'histoire elle est là, et Jet Li va arriver dans ce Hong Kong avec sa modernité, et on va voir un peu l'opposition entre le style traditionnel et le style moderne de Jet Li, et ça va créer des conflits au sein de l'école de Maître Uo, et un peu contester l'autorité de son héritier légitime. Voilà, j'en dis pas plus, je pense que j'ai assez bien résumé le film, et après on va rentrer un petit peu dans le détail sur, je vais te laisser la partie contexte du film, puisqu'on a beaucoup bossé ce film, faut le dire. On a le DVD HK vidéo, il restait bien jusqu'à la fin parce qu'on a un petit truc à vous annoncer. Je l'avais teasé dans une vidéo YouTube pour ceux qui l'ont vu, mais on restait bien à la fin, on va vous annoncer une petite surprise qui nous fait vraiment plaisir. Et du coup, forcément, le DVD HK vidéo, on n'a pas le Blu-ray. Blu-ray, je ne sais pas trop ce qu'il apporte en termes de qualité d'image. Est-ce que c'est un DVD RIP ou est-ce qu'il y a eu vraiment un master qui augmente la qualité? Je suis pas hyper convaincu, parce que j'ai été assez déçu par Les Marins de Mer de Chine, par exemple, pour prendre cet exemple-là, qui sont à la fois un DVD HK et une version comment dire, Blu-ray, qui est aussi édité par HK Vidéo, et en fait c'est simplement un DVD RIP, ça apporte pas beaucoup, mais bref, dans ce DVD là il y a plein de bonus qui nous permet d'aller un peu plus en profondeur, et on s'est un peu servi de ça justement pour vous apporter des petites infos sur ce film qui sont, je le trouve, passionnantes. Oui, alors on va commencer déjà par une info basique. C'est que le film est écrit et réalisé par Gordon Chan, à qui l'on doit Fight Back to School 2, mais notamment aussi deux films avec Jackie Chan, Thunderbolt et Le Médaillon. Que j'ai trouvé en DVD récemment. Alors, Le Médaillon, c'est une comédie à la Rush Hour. Oui. On va pas se mentir. C'est Claire Forlani, c'est ça qui est dedans, l'actrice. Oui. Pendant ma vidéo YouTube, puisque je l'ai montré sur YouTube, je ne retrouvais pas le nom de l'actrice, et ça vient de m'arriver là, direct dans la tronche. Claire Forlani, putain. Claire Forlani qui jouait dans Police Academy 7, Mission Moscou. D'accord, merci pour cette info primordiale. Non, mais je t'en prie, elle a joué dans un film qui s'appelle Rencontre avec Joe Black, avec Brad Pitt, mais je préfère sortir des films qui sortent un peu de l'ordinaire. Et notamment, alors par contre, Thunderbolt, moi je l'ai pas trop vu, j'ai vu quelques extraits et je ne sais pas ce que ça vaut. Je te dirai bientôt quand j'aurai le temps de le voir, parce qu'en fait, j'ai récupéré un coffret, vous savez, les gros coffrets Jackie Chan qui regroupent une dizaine de films. Et justement, j'ai pris ce coffret parce que notamment il y avait Dragon Forever, il y avait Soif de Justice, et il y a notamment les deux flics de Hong Kong, et il y a aussi Thunderbolt dans le 1 et le 2, je crois de mémoire, si je dis pas de bêtises. Donc je t'en dirai plus. Je crois qu'il y a, comment il s'appelle l'acteur des années 50, 60, c'est pas Burt Reynolds qui est dedans aussi? Ah non, ça c'est l'équipé du Cannonball. Ah putain, non, alors je confonds, c'est celui-là qui est dans le coffret. Il y a le 1 et le 2 là-dedans.
Ouais, il y a le 1 et le 2, Ouais, mais c'est ça. Thunderbolt. Non, Ouais. Thunderbolt est arrivé en fait, parce que Thunderbolt est arrivé dans les années, je crois qu'il était tourné en 95, il me semble, ou 96, et chez nous, il est sorti directement en vidéo, Ok. juste après Jackie Chan dans le Bronx, et il s'appelle en français Jackie Chan sous pression. Ah, mais j'ai dû le voir. J'ai dû le voir parce que Il ça est pilote me... de course. Oui, non, mais ça me parle, ça me parle. Oui, oui. Dans un souvenir très lointain, je mangeais tous les Jackie Chan à cette époque, hein, et bref, mais oui, j'ai dû le voir, mais avec un souvenir très lointain. Je pense que si je le remets, je vais me dire ah oui, en fait, ça me parle. Alors, dans ce film-là, on retrouve bien évidemment Jet Li, hein, dont on a déjà parlé dans une précédente émission, notamment celle de The One. Et ce que l'on peut dire, en fait, c'est qu'il y a une suite officielle qui a été produite par Gordon Chan, intitulée Legend of the Fist, The Return of Chen Sen, Avec un autre copain. avec Donnie Yen. Ouais. Que j'ai en Blu-ray et que j'ai toujours pas vu. Écoute, moi j'ai pas eu de super retour. Je l'ai aussi en Blu-ray. Alors a priori, de ce que j'ai compris, le Blu-ray, il y a un défaut. Ah. Et donc du coup ils font. Ouais, c'était un de nos auditeurs qui nous avait envoyé, ou un de nos followers qui nous avait envoyé en fait un petit message, parce que quand j'avais posté, tu sais, dans les hikes du jour, pas les hikes du jour, les DVD du jour. Les DVD du jour, voilà. Et il avait dit attention, le Blu-ray ne fonctionne pas. Il y a un défaut sur le Blu-ray, ouais. Okay. Donc je l'ai pas vu, et j'embrasse mon copain Bateau, Mr. Ashquit, qui m'avait dit, il avait vu ce film-là et il avait trouvé ça vraiment très très mauvais. Voilà. Après, je pense que l'histoire est peut-être un peu naze, mais on peut faire confiance à Donnie Yen pour nous proposer des Oui, je beaux pense que combats. niveau tatane, ça doit mais le ça se faire. trouve, il est peut-être pas très inspiré, donc tu sais. Mais bon, Donnie Yen, même dans un film mineur, normalement, c'est pas mal niveau martial, quoi, tu vois. Oui, notamment dans Highlander Endgame, il se débrouille plutôt pas mal. Bah ouais, même si tu prends le très décrié par certains, notamment les gens de chez Shitlist, qui l'ont mis dans leur shitlist, le Star Wars Rogue One Story, là, moi j'ai trouvé ce film super, et j'ai trouvé que Jet Li en aveugle était top dans ce film, quoi. Mais bref. Donnie Yen. Donnie Yen, pardon. J'ai dit quoi? J'ai Jet Li. Jet Li joue dans Mulan. Oui, c'est dans Mulan. Voilà. Alors, il y a Donnie Yen aussi dans Mulan. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, tu dis Mulan? Mulan. Ah, okay. La Mulan. D'accord, ok, très bien. Non, j'ai écorché, c'était Mulan. D'accord. Mulan. Alors, Gordon Chan et Jet Li en fait souhaitaient travailler ensemble depuis des années, et malheureusement ils n'avaient pas d'idée de film, et en fait on leur a proposé de faire un remake de La Fureur de Vaincre. Et du coup, dans un premier temps, en fait, ça a un peu coincé, car Gordon Chan, en fait, il ne voulait pas refaire un film plan par plan, hein, de La Fureur de Vaincre de Lo Wei, et parce qu'il avait trop de respect déjà pour Lo Wei, mais aussi par rapport à Bruce Lee. Personne très humble, j'ai trouvé dans les interviews. On peut pas remplacer Bruce Lee pour lui. Tu vois, c'était Bruce Lee avec son film, avec sa technique. On peut pas faire un film, un remake comme ça. Et puis, en fait, cette idée a mûri, et il s'est enfermé pendant une semaine dans une chambre d'hôtel. Il a commencé à écrire le scénario, et il est parti du principe que Bruce Lee avait sa technique, et en fait, il va faire en fait il va mettre vraiment en avant Jet Li en disant non, mais en fait La Fureur de Vaincre avec Jet Li, ça sera vraiment la technique de Jet Li. Ça sera donc en fait il y a des scènes qui ressemblent, hein, forcément il a gardé le même canevas, mais ouais, voilà. il a réécrit certains trucs pour le moderniser et le mettre au goût du jour, quoi. Et puis surtout sortir de cette xénophobie japonaise, de le racisme contre le Japon, envahisseur, qui est méchant, en insérant des personnages un peu plus nuancés, on va se le dire. C'est ça, totalement, ouais. Alors moi je vais mettre un gros pavé dans la mare, et voilà, mais moi j'aime pas trop La Fureur de Vaincre avec Bruce Lee. Ok. Voilà, je le dis, je risque d'avoir des haters qui vont arriver. Non, je plaisante, mais non, j'aime pas. En fait, on va dire que la filmographie de Bruce Lee, je passe pas à côté, mais par exemple Big Boss et La Fureur de Vaincre, bon. Et encore La Fureur de Vaincre, ça peut passer, mais c'est vrai que les deux premiers films, ça reste compliqué. Ah ouais. Ah ouais, je suis très tétillon par rapport à ça. Ouais, moi, ça a bercé toute ma jeunesse, Bruce Lee. Hein. Ouais, mais tu vois, moi, c'est à partir de à partir de La Fureur de Dragon, bon, pas de chance, après, il n'en fait pas beaucoup après. Mais pour moi, là, ouais,
Feu de Dragon, ça passe. Mais c'est vrai que les deux j'ai beaucoup de mal avec Big Boss et Fureur de Vaincre, j'ai un peu de mal. Ouais. Pour moi, c'est son meilleur, hein, je te le dis. Ah ouais. Fureur de Vaincre, moi, c'est son meilleur. Derrière, je mets Opération Dragon. Et après, Fureur du Dragon. Et je vais. Big Boss, et puis en dernier, forcément, le jeu de la mort, quoi. Mais le jeu de la mort. Le jeu de la mort, je le mets en premier. Moi. Non, je plaisante, c'est une blague. Ah oui. Non, mais en fait, je trouve que. Bon, il fait du Bruce Lee hein, dans sa manière de jouer dans le jeu de la mort, enfin, dans la Fureur de Vaincre, pardon. Mais c'est celui où il est quand même bien dirigé, tu vois, et l'histoire, elle tient bien la route, parce que, enfin, tu vois, c'est hyper bien cadré. Bon, c'est un film qui est centré sur son personnage, sur. Le côté exagération du personnage de Bruce Lee qui joue très bien, moi je trouve, dans ce film-là, parce que il joue quelqu'un qui est hors de contrôle en fait, et je trouve que martialement c'est hyper intéressant. L'idée c'est pas de s'attendre là-dessus parce que on va en parler un jour, c'est sûr. Oui, mais tu vois, à contrario, je trouve que une de ses premières réals ou écritures, je crois qu'il le réalise à Fureur du Dragon. Il y a des problèmes d'écriture, tu vois, je trouve que c'est ça veut faire de l'humour, mais c'est pas tout le temps drôle. Il nous resserre un peu les choses qu'il a fait dans ses premiers films. Et Big Boss, le problème, c'est pour moi, il a un problème de rythme. En fait, c'est juste que j'attends de voir un Bruce Lee qui se bat, et il se bat pas 70% du film, avant d'avoir un truc orgasmique à la fin, où là, ça devient complètement baboule. Mais comme il tient cette promesse de ne pas se battre, je trouve que le rythme du film en souffre. Et pour le coup, moi, je trouve que La Fureur de Vaincre est un film très équilibré, même si le message, des fois, a un peu vieilli, hein, clairement, on va se le dire. Et c'est là où je trouve que Fist of Legend apporte un vent de fraîcheur. Et puis, Jet Li ne singe pas Bruce Lee, il y met son style à lui, en lui rendant hommage par petites touches. Bref, on y reviendra. Non, mais oui. Je vais peut-être donner une nouvelle chance à La Fureur de Vaincre, et quand on en parlera, j'aurai mon avis final, et peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que je l'avais vu, alors peut-être que je l'ai vu à un âge un peu plus jeune, et du coup j'ai pas tout compris, et voilà, ça m'a un peu saoulé, et j'ai pas trop attendu, et il y a des vrais partis pris de réalisation, je trouve, qui sont vraiment intéressantes. Moi je l'ai chopé en copie Blu-ray, Blu-ray retravaillé, tout ça, donc t'as quand même un truc très sympa. Et puis encore une fois, ça a à la fois modernisé, ça a mis un coup de pied dans la fourmilière du kung-fu à l'époque quand c'est sorti, parce que on sortait du traditionnel en fait, pour nous proposer quelque chose de plus contemporain, parce que ça se passe dans les années 30 ou 40, hein, si je dis pas de bêtises, c'est pendant l'occupation. Et pour autant, quand tu le regardes maintenant, c'est un chouïa vieilli, parce qu'il y a des petits partis pris de réalisation, les zooms forts sur les regards, sur le visage, sur le côté très expressif de Bruce Lee, pardon. Mais je peux comprendre. Mais donne-lui une deuxième chance, je pense que ça peut... mais on en parlera. Ça fait partie des très gros films qu'on n'a toujours pas abordés. Évidemment. Ah oui, c'est clair. Totalement. On n'a pas encore abordé Bruce Lee de toutes les manières, donc... Mais il n'y en a pas beaucoup, donc on s'en garde sous le coude. Oui, voilà, c'est ça, totalement. On commencera peut-être par le jeu de la mort, histoire de bien faire chier tout le monde. Pourquoi le film est aussi bien aussi, c'est que... il y a pas mal d'ingrédients. Comment ? Il y a pas mal d'ingrédients qui fait que c'est très bien. Ouais, mais il y a aussi un certain chorégraphe de combat. C'est ça le gros ingrédient. Ping qui chorégraphie le combat. Alors, Seb, je vais te laisser la main sur la petite anecdote, hein, mais je peux dire une chose, c'est qu'il y a une petite originalité dans le film, c'est que le film n'est pas câblé. Ouais. Alors en fait, il y a même, tout ça on le tire de l'interview, qui fait que en fait, Yuan Wuping voulait faire un film classique avec du câble et compagnie, et que forcément Gordon Chan a dit non, je ne veux pas de câble. Et il a poussé le vice à rabaisser les plafonds quand c'était tourné en intérieur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de combats en intérieur. Hein. Il a rabaissé des plafonds pour justement empêcher l'utilisation de câbles. Voilà, c'est un petit malin, Gordon Chan. Et c'est vrai que ça donne un film par rapport à d'autres beaucoup plus terre à terre. On va y revenir. Et surtout, ce qui est très important, je trouve que j'ai appris quelque chose. Et ça, pour le coup, peut-être que Max Perra va me dire bah oui, c'est sûr, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, Gordon Chan, il explique que habituellement, le réalisateur s'occupe de toute la partie, entre guillemets, film, il shoot son film, etc. Et dès qu'il y a toute la partie combat, en fait, c'est très souvent en fait, le chorégraphe des combats qui prend le relais et qui va même s'occuper lui-même presque de filmer la partie combat. Et ce qui est hyper intéressant dans ce film-là, c'est qu'ils ont travaillé main dans la main, de concert, et qu'ils étaient ensemble, et ils ont formé une équipe.
Et c'est ce qui fait que je trouve qu'il y a un, je sais pas, il y a un vrai équilibre dans ce film. On est déjà en train de dévoiler notre avis, on va forcément dire que du positif, mais et je trouve que c'est une anecdote très sympa parce qu'il nous explique un peu le fonctionnement justement de la production, de la réalisation, etc. Et là, on apprend que tous les deux, ils n'ont pas fait bande à part, quoi. Ils ont travaillé ensemble même. Et puis Gordon Chan a insisté pour être là, pour être présent et pour apporter lui toute sa narration en fait, parce que ce qui est très fort dans le film de Gordon Chan, c'est qu'il a travaillé toute sa narration, et je trouve que c'est un film qui est extrêmement fluide et extrêmement il n'y a pas de temps mort, quoi. On s'ennuie pas, quoi. Enfin, c'est un film je trouve qui est ultra bien rythmé et c'est peut-être son coup de maître, on va se le dire, c'est son petit chef-d'œuvre à Gordon Chan. Je sais pas s'il a pu refaire quelque chose de similaire derrière, mais en tout cas là, le médaillon. Oui, il a fait le médaillon, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà. Mais c'est vraiment, encore une fois, les bonus du film sont hyper intéressants, et l'analyse après qu'apporte l'équipe d'HK Video, on va dire, parce qu'ils sont dans les bureaux d'HK Video. Pareil, ça apporte plein de petites choses. Ils comparent en fait les deux versions. C'est des fois un peu pompeux, on va se le dire. C'est un peu, ça s'écoute parler, etc. C'est très taiseux, on va se le dire. Mais pour le coup, c'est hyper intéressant. Pour les geeks de films d'arts martiaux, pour les geeks de l'époque, ça intéressera pas tout le monde. Des gens qui pourraient trouver ça un peu chiant. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Mais voilà. Mais tu peux le dire que Yuen Woo-ping, à l'instar de Jet Li, ça lui a ouvert aussi les portes d'un certain cinéma aussi. Voilà. Je te tends la perche. Oui. Tu me tends la perche, oui. Ça lui a donné un. Oui, puisqu'après il a fait Matrix. Ouais. Et voilà. Donc ça c'est assez incroyable. Mais de toute façon, quand tu vois Matrix, tu vois que c'est hyper bien chorégraphié. Bon, tu te dis. Voilà, c'est. Tu comprends les inspirations derrière après de certaines scènes de Matrix, notamment l'affrontement entre Neo et Morpheus. Ouais. Et ce qui est très sympa, c'est que je suis tombé sur un making-of qui montrait justement la préparation des combats entre Morpheus et Neo, et c'est passionnant, parce qu'on se dit ils ont quasiment pas été doublés. Alors c'est câblé aussi, pareil, mais j'ai l'impression qu'ils ont tout fait tout seuls, quoi. Enfin, parce que tu les vois faire les mouvements, tout ça, et waouh. Pour la petite anecdote, je sais pas si on parlera de Matrix à un moment. Ah bah oui, forcément. Il y a des combats, mais c'est vrai que putain de combats. Il a été arme blanche pendant plusieurs années, Keanu Reeves. C'est-à-dire qu'il était considéré comme une arme blanche, parce qu'il avait appris plein de techniques et autres, et donc il pouvait pas se battre dans la rue en fait. Parce qu'il pouvait tuer quelqu'un. Ah bon? Ouais, ça avait été. Je crois que c'est à la sortie de Matrix Révolution. C'est pas un mythe un peu? Non, c'est pas un mythe, parce qu'en fait, il me semble qu'il l'avait sorti lors d'une interview pour Matrix Révolution. Ok. Et ouais. Et qu'il avait appris tellement de techniques et autres qu'il pouvait pas se battre dans la rue, parce que. Il peut péter la gueule à Seagal, quoi. Ouais, voilà. Okay. Steven Seagal, en fait, lui, c'est une grosse arme blanche, quoi. Tu n'as aucune puissance, regarde. Et fais ce que je fais. Dans les arts martiaux japonais, il y a le coup de pied latéral. Rapide et puissant. Oui, apprenez-nous leur façon de faire. On va essayer. On va Allez, apprenez-nous, ouais. Allez, vite. Tiens, mets ça devant toi. Bon, allez. Concentre-toi. Ça va aller? Il faut concentrer sa puissance et ça va tout seul. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu un effort de fait quand même sur les acteurs. Il y a quand même quelques acteurs japonais aussi dans le film, ce qui renforce l'authenticité du film. Alors, le général Fujita, qui est joué par Billy Shaw, on va y revenir, n'est évidemment pas japonais. Après, il a très peu de lignes de dialogue, donc ça tombe bien. Mais voilà, il y a quelques acteurs japonais au casting, et ça, c'est hyper intéressant. Et vous avez le nom, donc l'acteur, et ça, pareil, je vais te donner juste un petit mot là-dessus. L'acteur qui est Yasuaki Kurata, qui joue dans le film, il joue le rôle de Funakoshi, si je n'écorche pas son nom, qui est en fait l'inventeur du judo. Et voilà, et on le voit justement dans ce film, parce qu'il est, voilà, enfin il apporte en fait la dose positive de le rayon de soleil japonais, en fait, parce que clairement il y a un truc très négatif en fait dans
comment ça s'appelle dans le premier film original. Et lui, en fait, il apporte un petit peu le contrepoids, puisqu'en fait, on va y revenir, mais il y a pas mal de petits messages qui sont portés, en fait, dans le film qui montrent que c'est pas aussi binaire que ça, quoi. C'est pas blanc ou noir, tu vois, et on peut avoir un peu de nuance de tout ça. Donc voilà. Donc c'est intéressant d'avoir un petit peu cette inspiration du créateur du judo, qui est donc Funakoshi. Donc voilà, c'était juste pour préciser ça dans les acteurs. Et puis évidemment Billy Cho, mais on va y revenir après en parlant de son art martial. Dans quelques instants, puisque est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, de l'art martial pratiqué par le comédien? Oui, alors, en plus là je crois que tu vas le faire en 2 parties, hein, ouais, parce qu'en fait c'est intéressant quand même de revenir sur la façon de pratiquer de Jet Li, que je trouve qui est ultra intéressante dans ce film là, parce qu'il joue un Shenzhen forcément qui est l'héritier des Uo, hein, qui utilise la boxe de Uo. Ça c'est ce qui est dit officiellement dans le film. Après voilà, quand on regarde Jet Li se battre, on sait que c'est un pratiquant de Wushu. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, ils ont été très très malins dans la manière de faire le film à ce moment-là. C'est qu'en fait, on sent que Jet Li, et c'est pas pour rien qu'ils le mettent au Japon au début du film, en fait, il a modernisé son art. Et c'est ce qui fait qu'il a dépassé, quelque part, on nous le dit, il dépasse le maître, l'élève dépasse le maître, parce que forcément, il va garder ses bases qu'il a apprises en étant l'élève de Uo, qui est un personnage qui a vraiment existé, hein, ça me permet de raccrocher, je crois que Shenzhen aussi, hein, de mémoire, hein, je ne dois pas dire de bêtises, et donc il apporte une certaine modernité, puisqu'il a été se confronter en fait aux arts martiaux japonais. Donc forcément il y a un peu un mix de tout ça, il y a un peu de karaté, il y a un peu de judo, il y a quelques techniques d'aïkido, on voit dans sa façon de faire des clés, des choses comme ça. Pas mal de boxe aussi, hein, parce que clairement il y a aussi l'influence des Européens, hein, qui ont été dans ces pays-là pendant un certain temps, etc. Et donc tout ça, en fait, il arrive en fait à faire une synthèse de tout ça, ce qui rend ce film si particulier, puisqu'en fait, bye bye et ciao les arts martiaux traditionnels chinois en tenue d'époque, etc., qu'on était habitué à voir Jet Li, et en fait il casse son personnage pour casser les bouches avec un style beaucoup plus moderne et hyper intéressant, surtout que tu le dis, ça n'a pas été câblé, quoi, et ce qui fait que c'est un truc très terre à terre, et encore une fois on va y revenir, mais la réal elle vient mettre en valeur l'art martial, et clairement moi c'est ce que je paye pour ce genre de film, parce que c'est juste incroyable. Il y a juste un petit point, on se dit, voilà, on suppose, parce qu'on a pas mal bossé le côté un peu de cascade, je pense que sur les chutes, il est doublé, mais ça, c'est plus dans un esprit de protéger sa star, pour éviter qu'elle se blesse. Mais après, sur les coups, tout ça, je pense que c'est lui qui réalise à peu près tout. Mais après, on va... Il y a quand même un effort de la part, enfin après, je suis d'accord avec toi sur les cascades, la protection, les assurances et tout ça. Mais oui, on ne se rend pas compte, mais... Aux États-Unis, c'est pareil, hein, ouais. D'ailleurs, c'est rigolo que tu dises ça, parce qu'en fait, je suis tombé sur une vidéo YouTube qui expliquait en fait comment un gars, dont j'ai zappé le nom, est devenu petit à petit en fait devenu la doublure officielle de Jean-Claude Van Damme, notamment sur Double Team, je crois, si je dis pas de bêtises, et pas que, mais bref, et il a commencé en fait en tant que doublure lumière, parce qu'il lui ressemblait, et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait plusieurs étages de doublure. Il y avait le mec qui était là pour prendre la lumière, parce qu'il avait la même morphologie, il avait la même carrure, la même tête, donc en fait on se sert de lui pour justement ajuster en fait la lumière et la photographie, forcément. On a des mecs qui sont là parce que ils sont là pour permettre de faire des scènes où on n'a pas besoin de voir la tête de l'acteur, donc toutes les scènes de dos, les scènes où il court, etc. Exact. Parce qu'en fait, et puis encore une fois il le dit très bien, ce mec là, c'est que ça permet de gagner du temps en fait, et puis du coup tu rationalises les coûts de tournage, parce que tu n'as pas besoin d'avoir ta star sur le tournage, et tu fais tourner des scènes où il n'y a pas spécialement qu'on voit l'acteur, donc il court de dos et puis on comprend pas, et c'est vrai que tu m'avais fait une réflexion à l'époque, tu me dis putain, je comprends pas pourquoi Mel Gibson se fait doubler pour courir. Oui, dans l'Arme Fatale 4. Ça vient de là en fait, ça vient de là. Ouais. Et après il y a forcément toutes les stunts. Les stunt double qui eux sont là pour soit remplacer la star pour les combats, remplacer la star pour les chutes, pour les moments où ils sont projetés contre les murs, etc. Et on se rend compte qu'en fait il y a plein de cascadeurs, et on reviendra à cette anecdote de Tyler Rake 2 où je crois qu'il y a Chris Hemsworth, c'est vrai qu'il a 3 ou 4 doublures pour une scène, la scène de la prison là, qui est en fait un faux plan séquence. Je crois que ça a nécessité 3 comédiens, 3 stunts
pour faire cette scène-là. Et c'est bluffant parce qu'on n'y voit que dalle. Alors c'est bluffant parce qu'on n'y voit que dalle, oui je suis d'accord. Après c'est vrai que il y a une amélioration maintenant, c'est qu'en fait ils essayent, alors et après il y a j'allais dire le face cam, c'est-à-dire qu'en fait il colle le visage de l'acteur sur le cascadeur, ou les gros donc plans. du coup en fait on a moins cette différence et on se dit bah tiens oui c'est l'acteur qui fait ses cascades. Ce qui était un peu flagrant c'est dans L'Arme Fatale 4, oui, parce qu'en fait l'acteur ne ressemble pas du tout à Mel Gibson, et en plus c'est vraiment comment dire, quand tu le revois le film, bah, tu vois vraiment que ce n'est pas lui. Je trouve que c'est plutôt mal filmé parce que là tu vois vraiment que c'est pas Mel Gibson, et je voulais parler de Jet Li parce que là je vois enfin encore une fois c'est un peu violent ce que je veux dire, mais en disant il y a une amélioration, mais pas tant que ça, mais en fait moi ce que je reprochais à Jet Li à un moment donné, c'est que par exemple sur les films fois en Chine, il se fait souvent doubler même pour les combats. Alors il y a une raison pour ça. Tu connais l'anecdote ou pas du premier? Ah non, pas du tout, bah, vas-y, alors il y a une raison pour ça. Alors déjà, il y a aussi le côté protection de la star, et il faut savoir que Jet Li s'est blessé en fait sur Était une fois en Chine. D'accord, ok. Donc en fait sur tous les plans rapprochés, c'est lui qui donne des coups parce que voilà. Après sur toute la partie un peu plus aérienne où il y a des sauts et des choses comme ça, c'est sa doublure. Non, j'ai plus le nom de sa doublure. Max Pereira pourrait très bien nous aiguiller là-dessus parce que il connaît le nom du doubleur. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Didi, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais je voudrais pas, voilà, prenez pas ça pour argent comptant. Mais ouais, sur le premier, il était une fois en Chine, il était blessé sur le tournage, donc forcément, il était un peu diminué et il pouvait pas faire tout ce qu'il voulait. Donc, ok, d'accord. Voilà, donc après, il a forcément des doublures pour les chutes. Là, il avait une doublure en plus pour la partie martiale qu'il ne pouvait pas accomplir parce qu'il était limité à cause de sa blessure. Et il fait un petit peu plus de choses sur le 2, où il va se battre contre Donnie Yen. Mais c'est vrai qu'après il y a aussi tout un business, et qu'aujourd'hui il y a aussi le fait de protéger un peu ses stars, et on apprend aussi que Jackie Chan sur plein de choses il a été doublé aussi. Ah mais ça se voit, Jackie Chan il faisait pas toutes ces cascades comme on peut l'entendre, tu vois. Non, mais il faisait des cascades dangereuses. Un Scott Adkins, qu'on se dit putain ce mec-là c'est un cascadeur, mais non, sur les scènes martiales il est là, mais par contre sur certaines chutes, pour protéger l'acteur, pas qu'il se blesse en fait, et c'est quelque chose de courant, il n'y a pas de lézard avec ça. Nous on mystifie en fait ces gens-là, nous en disant voilà ils font tout. Mais non, le mec il faut que il protège son intégrité. Il y a des assurances folles qui sont mises sur ces mecs-là, et forcément s'ils se blessent, c'est de l'argent perdu, quoi. Donc on optimise tout ça, et quand il n'y a pas besoin, et on ne prend pas de risques inutiles. Jackie Chan faisait ses cascades, il faisait des cascades très dangereuses qui ont fallu coûter la vie plusieurs fois, mais c'est vrai qu'il y a des cascades qui sont un peu ridicules, notamment les cascades en voiture, il ne les faisait pas. Je crois que c'est le film Flic de Hong Kong 1 ou 2, à un moment donné il est en voiture, il y a plusieurs boss, tu vois que c'est pas lui qui est à l'intérieur de la voiture. Mais bon, après au-delà de ça aucun intérêt de voir Jackie Chan conduire une bagnole. C'est quoi l'intérêt? Voilà, c'est ça, on s'en fout. Tu vois, c'est vraiment on s'en fout. Et du coup donc et après du coup on va parler donc on a parlé de Jet Li. Oui. Donc on a fait un peu le tour, on a un peu digressé, on s'excuse, mais on est tellement content de se revoir qu'on se laisse un peu, on s'emballe un peu. Ça va être un épisode un peu plus long que d'habitude, mais voilà, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas retrouvé qu'on se lâche un peu sur la discussion et on digresse un peu, donc nous en voulez pas. Mais ce qui est important, c'est qu'on va parler aussi de Billy Shaw, qui est qui joue donc du coup le général Fujita, qui joue donc forcément qui a une gueule, une seconde zone. Hein. Je te laisse en parler si tu veux. Je parle de l'art martial, ou est-ce qu'on l'a vu, non mais rapidement en fait c'est un gars qui a eu une courte carrière, puisqu'il a pris sa retraite à 47 ans il me semble. Mais au-delà de ça en fait c'est surtout un second couteau, un méchant, et il a joué dans il me semble qu'il a joué dans certains Jackie Chan, mais notamment il a joué dans Le Sens du Devoir 5. Toi, tu as quelques suites aussi, des suites qui sont vendues comme des suites, mais tu n'as pas l'impression que c'est une suite. Ouais, c'est ça, et toi tu l'as vu d'ailleurs, Le Sens du Devoir 5. Alors il a un tout petit rôle, il joue un homme de main qui se fait rosser, mais je l'ai reconnu en fait, j'ai dit putain mais je le connais lui. Et ce Sens du Devoir 5 qui est très bien, qui est pas le meilleur Sens du Devoir, mais qui est très cool à regarder, avec une Cynthia Khan hyper en forme. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais entendu quelque part qu'elle avait un rôle mineur dedans, et en fait pas du tout. Elle est là tout le film, et elle apporte sa comment dire. Il me semble que c'est dans le 6. C'est peut-être le 6. Dans le 6 et Billy Joe joue un homme de main. Il y a même un combat où ils se fightent tous les deux dans une espèce d'appartement, et ça tourne à la faveur de
Cynthia Khan. Donc quand on voit le gabarit du mec, on se dit bon, on s'arrange un petit peu avec la réalité. Exactement, je pense que dans la réalité, la première patate, elle tombe KO. Surtout, je vais faire le petit chemin. Surtout qu'on connaît en fait le passé martial de ce mec-là, c'est un champion de kickboxing. Voilà. Donc c'est un mec qui est un kickboxer renommé et ça se voit dans son style. Hein. Clairement, lui il ne fait pas du kung-fu. On pourrait nous vendre ça comme un champion de karaté puisqu'il est japonais. Mais en fait, il fait du kickboxing. Hein, ça se voit. Il fait des middle kicks de l'espace. Il a une manière très boxeur de donner des coups de poing. Et il est vendu comme un surhomme en fait dans ce film-là. Il est extrêmement puissant. Et je vais te poser une petite question. Et chez vous, pareil, petite question. Donc c'est un mec qui a été donc champion de kickboxing entre 84 et 86. Hein. Et il était dans la fédération, donc il était en poids super moyen. Il était dans la fédération de WCA. Est-ce que tu sais quel autre acteur a combattu dans cette fédération, mais pas que, mais il a été champion dans cette fédération, alors pas dans la même catégorie de poids, mais un acteur cher à ton cœur, et je fais un peu de blabla pour laisser les auditeurs essayer de trouver, mais on en a déjà parlé dans le podcast. Le mec, c'est un sacré bâtard, parce qu'en gros, en fait, il va pas me balancer un acteur qui est fou, en fait. Il va me balancer... Bah non, parce qu'en fait, tu m'en parles comme ça, c'est que je connais l'acteur, et donc si je connais l'acteur, ça doit être une bouse. Oui. Oui, forcément. Jazz, bon, il est pas calé niveau arts martiaux, mais par contre, dans les acteurs les acteurs de bouse, ah oui, je suis bon dans les acteurs de bouse. Je pense que t'es mon sensei là-dessus. Une question pour un champion, tu sais, description, Jazz, calé dans les acteurs, sur les acteurs j'allais dire de films de bouse. Non, parce que ça peut porter à confusion. Des acteurs bouseux. C'est Don Dragon Wilson. C'est ça. Bah oui. Et ils ont a priori la timeline call parce qu'ils auraient pu se croiser. Alors, encore une fois, ils n'auraient pas pu combattre ensemble. Je pense que. Mais ce sont les années de pratique de Don Dragon Wilson, donc ils devaient se connaître. Je pense que Denis serait mort. Ouais, mais après, il y a une différence de points. Hein. Lui, il était. Je pense que Denis serait mort. Hein, là, parce que moi, j'ai jamais compris comment il était devenu champion, ce mec-là. Quand tu vois ses combats, c'est pas. Alors, oublie pas que c'est des combats chorégraphiés, et puis encore une fois, pour se battre un peu sur le ring, c'est pas du kickboxing gracieux, mais c'est efficace. Il a un putain de palmarès. Hein. Ouais, mais quand on avait regardé le match, tu sais. Oui, contre Denis Alexio. Bon. Je sais. C'est pas ouf non plus, quoi. Enfin, à un moment donné, tu le retrouves dans ses films. Hein. C'est pas grandiose, hein, ce qu'il montre. Après, j'ai beaucoup de respect pour Don Dragon Wilson dans pas pour sa filmographie, mais pour son art martial et pour son palmarès qui est assez impressionnant. Mais c'est vrai que quand tu vois un match, un combat avec deux combattants qui étaient pour l'époque des rosters du kickboxing, quand tu vois un peu le match, tu te dis ouais. Lui, ça se voit qu'il sait se battre quand même, hein. Enfin, qu'il sait donner un coup de pied. Denis Alexio, ouais. Ah non, je parlais de Billy Shaw. Je termine sur Billy Shaw. Non, c'est bon, on a assez parlé de Don Dragon Wilson. Hein, c'est vrai. Stop. Je massacre. mais en tout cas, c'est vraiment c'est un acteur intéressant. Comme tu disais, il a cité quelques films, mais il a aussi tourné pas mal aussi avec Sammo Hung, Yuan Yuping aussi. Enfin, toi, il a aussi joué des voyous dans Dragon Forever, qu'il faut que je vois, Big Brother aussi, toi, dans les films. Donc c'est un mec qui aurait pu vraiment avoir une vraie carrière. Je sais pas ce qui s'est passé. Et ça, c'est pareil, tu peux donner l'anecdote martiale le concernant, qui est vraiment géniale, que donne justement Gordon Chan dans l'interview sur son implication et sur son... c'est un soldat, le mec. Enfin, typiquement dans le film, c'est un soldat, mais c'est aussi un soldat dans le film qui s'investit à fond, quoi. Non, mais je pense que... Alors, la fin de sa carrière, en fait, je pense que c'est par rapport à ça, par rapport à l'anecdote, en fait, c'est quelqu'un qui est no limite. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est blessé sur le tournage de Fist of Legend, il avait la jambe en sang, et le mec était chaud pour continuer. Pour, comment dire, t'as dit quoi? Continuer le film. Putain, j'ai cru que t'allais faire une blague en disant Billy, parce que Billy chaud, mais non. Il est chaud. Ah oui, Billy. Non. Non. Je me suis dit. Non, je ne tombe pas aussi bas. Non. Je fais des blagues de merde, mais c'est bon, il y a des limites. Non mais je me suis...
Mais désolé en plus, je suis un peu fatigué en plus. Mais du coup, ça m'a fait rire. Non, mais c'est voilà, il était prêt à refaire la scène. Et c'est Gordon John lui dit non mais il faut que tu ailles à l'hôpital. Tu peux pas rester comme ça, il faut que tu ailles à l'hôpital. Et le mec est allé aux urgences le matin. Oui. Et l'après-midi, il est revenu. Non, mais c'est bon, ça va, je suis guéri, je suis prêt à refaire les scènes. Si vous avez besoin de moi, je suis prêt. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que fin de carrière pour lui, puisqu'il a arrêté à 47 ans, je me demande si c'est pas à cause des blessures et tout ça, la fatigue qu'il a pu avoir lors de certaines scènes. Sûrement. Et du coup, il était un peu cassé. Et donc, du coup, il a dû arrêter sa carrière. Je balance un pavé comme ça en disant, oui, c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Mais il me semble que j'ai entendu que c'était sa fin de carrière correspondait au final à toutes ces cascades et tout ça. Il était un peu brisé de partout et c'est pour ça qu'il a arrêté sa carrière. Mais encore une fois, je peux me tromper. Shenzhen, pourquoi es-tu revenu? Pourquoi tu me demandes ça? Ces 2 derniers jours, tous les étudiants de l'école n'ont fait qu'une seule chose, t'admirer et te copier. Vous avez vu? As-tu pensé une seconde à ce que Tingen doit ressentir? Pourquoi me dis-tu ça? Tout ce que tu décides, tu le fais sans hésiter. Tu n'en parles à personne, tu prends tes décisions tout seul. Tingen est le maître. Tu es très doué, mais n'oublie jamais que Tingen est le seul maître de cette école. Pareil, c'est des infos qu'on a trouvées sur Internet. On sait qu'il a arrêté en 2006. Son dernier rôle, c'était 2006, si je dis pas de bêtises. 2006 ou 2004. Enfin bref, en tout cas, il a annoncé en 2006 qu'il a arrêté. Et parallèlement à ça, juste après son arrêt, il a refait un match, en fait. Il a refait un dernier match. Il devait avoir quoi? Il devait avoir bien 40 ans passés, je pense. Parce que on a regardé, c'est quelqu'un qui a 66 ans aujourd'hui. Il a refait un match. Donc, il n'était pas si cassé que ça. Il a perdu son décision, a priori. Mais voilà, mais après, encore une fois, c'est quelqu'un pour les méchants, il est top, quoi. Enfin, il est vraiment bien, il fait peur, déjà, je trouve. Il a une bonne tête de méchant. Et puis, il apporte quelque chose, quoi. Il irradie la pellicule. Il n'est pas au point de voler le rôle à Jet Li, parce que non. Il touche plus terre dans ce c'est un bon méchant. Mais c'est un super méchant. C'est un super méchant. Un peu caricatural, mais c'est un super méchant quand même. Oui. Et c'est vrai, ouais. Alors oui, non. Alors, c'est vrai qu'il a arrêté en 2006 et son dernier film, c'est Dragon Fury. Après, moi, je suis parti de ce contexte-là parce que il me semble que j'ai entendu ça, mais après, c'est vrai que s'il a fait un dernier combat après, c'est qu'il n'était pas si cassé que ça. Rappelons aussi, c'est vrai, quand tu parlais de suite non officielle, il y a quand même eu un Iron Monkey 2, et dans lequel il joue Donnie Yen notamment. Mais donc du coup il joue et il joue un Taichi petit 2 rôle, aussi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bref, no comment. Ouais. Est-ce que tu as des choses à rajouter, mon cher Seb? Non, enfin, on l'a beaucoup défloré, mais on peut rentrer un peu plus en profondeur sur notre avis sur le film. Et je vais te laisser la main parce que j'ai beaucoup parlé. Je vais te laisser commencer, puis je rebondirai. Et puis ça peut être rigolo de reprendre vraiment les instants un peu cultes qui nous ont marqué, qui sont forcément des instants martiaux. Mais vas-y, je te laisse en parler. Un avis général et après on rentre un peu dans le détail, quoi. Ouais, alors moi, l'avis général du film, c'est que j'ai détesté. Non, le mec qui plombe l'ambiance. Ce film est une merde. Je n'écris rien sur cette merde, pour ceux qui ont la ref. Non, le film est vraiment génial. Alors moi, je l'ai découvert quand j'étais un peu plus jeune, au début de l'ère du DVD. J'étais pas fan de Jet Li, mais c'est vrai que je l'avais beaucoup aimé dans L'Arme Fatale 4. Et pour moi, en fait, gamin, alors je te dis ça, j'avais 8 ans, mais quand j'ai vu le film, j'avais 2 ans plus tard, mais pour moi, L'Arme Fatale 4, c'était le premier film de Jet Li. Tu vois, il avait pas de carrière avant, quoi. Et puis, en fait, au final, tu te rends compte que le mec, c'est la star de Hong Kong depuis des années. Et que, en fait, L'Arme Fatale 4 n'est que son passeport pour comment dire, les États-Unis. Et c'est vrai que j'avais loué ce film-là dans un vidéoclub, le canal vidéo de Samed Aranjal. Si tu le regardes.
Si tu le regardes, il est fermé depuis. Mais c'était assez incroyable. J'avais été assez surpris par le film, notamment les combats, le combat final, qui reste quand même assez emblématique. Le rythme du film, j'avais été surpris par le rythme du film. Je m'attendais à un film beaucoup plus long, beaucoup plus lent, et en fait, pas du tout. Et puis en même temps, je ne savais pas à quoi m'attendre, puisque en fait, c'est vrai, l'affiche du film, c'est juste Jet Li. Juste un portrait de Jet Li, quoi. Ouais, et puis c'est sous-titré La Nouvelle Fureur de Vaincre. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, et c'est vrai que quand j'ai vu le film, waouh, c'était assez incroyable. Une scène emblématique. C'est pas une scène de combat. Je vais te dire, c'est pas une scène de combat que je retiendrai. C'est vraiment une scène en fait où on voit le professeur de judo qui soigne ses élèves. Funakoshi, au début. Ouais. Et je trouve cette scène-là à la fois, c'est une belle scène. Parce que tu vois qu'en fait, le maître s'occupe de ses élèves, et c'est aussi à la fois drôle, puisqu'en fait, tu vois le Jet Li qui regarde et qui se dit mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, et l'autre il soigne ses élèves. Je trouve ça vachement bien. Ouais, mais tu sais que ça envoie un message important, ce moment. Je sais pas si tu as capté ou que tu as fait le lien. Ça envoie réellement, et c'est dès ces premiers instants qu'on affirme la façon, le style Jet Li, et qui est radicalement opposé à celui de Bruce Lee, parce que Bruce Lee, en fait, dans ces films-là, déjà, il passe dans un état second, et il tue ses adversaires. Il est là pour les tuer, il est là pour les blesser, pour les rendre hors d'usage, alors que Jet Li, clairement, en fait, cette scène-là, avec le sensei japonais, qui vient remettre les os en place, on comprend, en fait, que, oui, c'est violent, oui, il leur a déboîté l'épaule, pété la jambe et compagnie. Ouais, mais il les a pas tués. Mais déjà d'une, il les a pas tués. Mais de deux, ce ne sont pas des séquelles irrémédiables. Tu vois, ce que je veux dire, je ne sais plus le mot, mais ils vont guérir et retrouver complètement l'usage des jambes. Il n'a pas pété la jambe pour le rendre handicapé. En fait, on voit qu'il le remet en place, et ça montre tout de suite l'état d'esprit de Jet Li, qui n'est pas là pour blesser gravement. Tu vois, il se défend, il fait ce qu'il faut. Mais pour autant, il est dans le contrôle, tu vois. Et c'est quelqu'un de très intelligent, en fait, dans sa manière de combattre. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Non, j'aime beaucoup ce film-là, j'aime beaucoup les chorégraphies, j'adore la musique. La musique est assez incroyable, putain. On la retrouve à la fin du film. Alors, elle est un peu répétée. Ouais, mais ça revient souvent, puis le tournant. Ça fait un peu, tu vois, musique, comment dire, de pirate. Tu vois, je sais pas, tu vois, quand j'entends, ça fait musique. Ouais. Et, mais alors, oui, c'est une. Mais après, tu vois, c'est musique répétée, mais j'ai envie de te dire, dans les films hongkongais, alors attention, hein, mais dans les films que j'ai pu voir, les thèmes principaux sont souvent répétés. À plusieurs reprises et mélangés à toutes les sauces. Ouais, c'est ça. Tu vois un syndicat du crime, le thème principal, il est ultra utilisé. Dans le 2 aussi. Et là, dans c'est le pas 2, il va trop mixer. C'est clairement pas l'overdose ici, là. Et là, en fait, voilà, il va être répété, et notamment, en fait, moi j'adore, on en a parlé en off juste avant d'enregistrer, parce qu'on s'est revu en fait la scène finale. Oui. Oui, donc ce sera la scène finale. Jazz vous a spoilé la scène. Merde. En 2 secondes, il a brisé le concept, il a laissé un peu de suspense, et le mec vient me dire, bon, bah, c'est la scène finale, hein. Voilà, vous avez capté. Bon, vous vous doutez bien que c'est la scène finale. Mais c'était, on peut le dire, hein, ça a été très dur, mais le mec, il balance ça comme ça. On laisse toujours un faux suspense, il a pété le truc. Ok, merci, mic drop, bisous. C'est incroyable. Oui, je me suis rendu compte de ce que j'avais dit. Pardon les auditeurs. Je me suis rendu compte de ce que j'avais dit en fait. C'est un faux gimmick, ils se doutent bien. Ils le savent, les vrais savent. Ouais. Mais ouais, je me suis rendu compte en fait en balançant ça, je me suis dit, ah ouais, moi, j'ai spoilé le truc. Mais on a revu. Faire une Sarkozy en disant quelle indignité. Oui, c'est ça. Très belle imitation. Ouais. Très belle imitation. Ouais. Vous voulez pas devenir Premier ministre, par exemple? Non, ça va. Non. Je pense qu'il y a, c'est vrai qu'il y a un peu tout et n'importe quoi qui tente de devenir Premier ministre en ce moment, mais bref, cet épisode est complètement con parce que le jour où on va l'écouter, il sera peut-être nommé. Et, oui, voilà. sera complètement intemporel. Enfin, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que on s'est revu la scène, et
ouais, la musique est bien présente, mais ça te donne ça te donne une envie, tu vois, tu te dis, c'est très stimulant. t'accroches au héros, quoi. C'est vraiment une c'est le thème du héroïque, quoi. Bien sûr. Donc voilà, je te laisse la main sur... Ouais, mais je vais éviter de te paraphraser et reprendre ce que tu disais, mais moi je pense que c'est un film qui déjà a su s'affranchir de l'original, en étant beaucoup moins noir, beaucoup moins défaitiste, voilà, tu vois, je trouve pas mes mots, mais bref, et qui du coup apporte vraiment une espèce de nuance au film, ce qui fait qu'en fait, même dès le début, en fait, on le voit, puisque c'est pas le peuple japonais qui pose problème, c'est l'armée japonaise, tu vois, donc déjà il y a cette petite différence qui est apportée en fait dans l'écriture du film. On reprend en fait la ligne conductrice, c'est-à-dire que Jet Li va enquêter sur la mort de son maître, il va aller au fameux dojo pour aller roaster les karatékas, enfin bref, toi, petit à petit, on va monter en puissance. On a gardé cette ligne conducteur, mais il y a tout le fond qui est plus léger. Moi j'aime beaucoup l'opposition des deux styles entre l'héritier légitime de Jinwoo, donc qui est Ting Han, et qui a un kung-fu très traditionnel, très bas d'ailleurs sur ses positions, puisqu'à un moment donné il y a un des élèves qui lui dit que donne un coup de pied, et puis en fait il descend très bas pour faire un coup de pied, et que Jet Li lui dit mais non, regarde, tu peux faire plus simple, plus rapide, plus percutant. D'ailleurs c'est à ce moment là qui rend un petit peu hommage à Bruce Lee en faisant son espèce de sidekick, donc son coup de pied de deux côtés, où il envoie valser en fait l'élève. Et il y a plein de petites choses où je trouve que c'est fait avec finesse, tu vois. Je trouve que c'est ça qui est vachement bien, parce que c'est pas un remake qui vient singer l'original, c'est un remake qui s'en affranchit, qui a su trouver le bon réalisateur au bon moment, le chorégraphe en vogue et qui était au sommet. Et cette alchimie-là, en fait, avec une narration qui est hyper fluide, hyper intéressante, rend le film génial. Enfin, moi, je sais que je ne me lasse pas de le regarder. Je l'ai vu en VF, là, je l'ai revu en VO. Et c'est trop bien. Enfin, c'est vraiment trop bien, parce que les combats sont fous. Ils apportent des petits trucs en plus. J'aime beaucoup, parce que ça, c'est pareil, c'est à un moment donné, dans le dojo, Jet Li arrive. Il rentre dans le dojo, il rentre avec ses chaussures, et c'est un manque de respect parce qu'il est là pour en découdre, sauf que les Japonais lui sautent dessus, donc il est obligé de se défendre. Et là, j'ai longtemps hésité avec celle-là, parce que celle-là, je trouve, elle est assez folle, et on se dit purée, mais quelle rapidité d'exécution. Enfin, il envoie des coups de pied, ça semble pas accélérer, à la différence d'un Iron Monkey où on sent l'accélération des combats. Ce qui n'est pas le cas dans ce film-là. En tout cas, j'ai pas l'impression. Ça reste très réaliste. Et il envoie les coups à une vitesse. Il enchaîne les coups à une vitesse. Je trouve qu'il y a des petits mouvements signatures. Parce que Jet Li a ses mouvements signatures qu'on connaît tous. Ouais. Il fallait que Jet Li aussi amène sa patte. Donc sa patte, c'est forcément déjà de l'humilité, parce qu'il est très humble dans ce film. C'est un combattant intelligent, à la différence de Bruce Lee. Je dis pas qu'il est con et débile, mais il est plus instinctif. C'est le dernier épisode de Haikyuu dans ton podcast. Et non, mais c'est pas ce que je dis, mais c'est juste pour vraiment, parce que mon raisonnement peut laisser penser ça, mais dans le film original, Bruce Lee est instinctif, limite dans l'état second, puisqu'on le voit en fait, il perd la tête, alors que Jet Li garde son sang-froid, et c'est ce qui fait qu'il est bon, et c'est ce qui fait qu'il est fort, parce qu'il garde son sang-froid à tous les moments, et c'est ça, dans ce sens-là, où je trouve qu'il apporte un vent de fraîcheur. C'est pour ça que je préfère cette version-là, parce qu'elle est moderne. J'aime beaucoup l'original aussi, mais je la préfère celle-là parce que c'est plus celle-là que je vais avoir tendance à relancer plus facilement que l'ancien, parce que j'aime la façon dont sont faits les combats, j'aime le rythme, j'aime tout ça. Et c'est vrai que, pour donner un autre exemple, dans ce fameux combat contre le dojo, à un moment donné, Jet Li attrape un personnage avec ses deux doigts, il lui met dans la bouche et il le fait tomber par terre. Et il a ce geste en fait d'essuyer ses doigts sur son costume. Et je trouve que c'est classe, quoi. Tu te dis waouh. Et pareil, moi j'ai un coup favori dans la scène qu'on a choisi, qui est au-delà de tout ce qu'il peut faire, qui est culte dans cette scène. Il y a un coup que j'adore, et je vous le garde pour après. Mais ouais, c'est un super film. J'aime le fait en fait qu'on le mette intégré au sein des Japonais. Je trouve que le personnage de sa petite amie japonaise est hyper intéressant. Il y a vraiment des moments dans le film où ça parle en japonais. Et d'ailleurs, en travaillant le sujet, j'ai appris que
Le personnage donc qui joue donc Funakoshi, donc Yasuaki Kurata, parle couramment cantonais, si je dis pas de bêtises. Donc je suis en train de me demander, est-ce que c'est lui qui a fait son propre doublage en cantonais dans le film? Alors encore une fois, excusez-nous pour les approximations entre mandarin, cantonais, etc. On n'est pas forcément hyper calé là-dessus, mais le but c'est pas de vous abrutir avec tout ça, mais en tout cas, il y a en fait, quand on le regarde en VO, en VF, ils se sont pas pris la tête, c'est tout le temps en VF, hein, et on s'en fout des petites subtilités de langage. Là, quand il est au Japon, ça parle japonais, il leur répond en japonais, etc. Et c'est ça qui, je trouve, apporte une petite touche intéressante au film. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le côté police qui amènera une fin tragique à Bruce Lee dans le film original est assez vite évacué en milieu du film en fait, puisqu'on le dédouane en fait déjà il tue personne déjà, il est accusé à un moment de tuer quelqu'un, mais ça prouve qu'au final une excuse est trouvée pour empêcher justement la condamnation, et tout ça petit à petit dans le cheminement nous amène à ce fameux combat qui est juste ma boule, et on va pas s'étendre plus parce que clairement je pense que là ça fait plus d'1 heure qu'on parle, et je pense que si vous n'avez pas compris que on adore ce film, voilà, je sais pas ce qu'on peut rajouter de plus, mais en tout cas pour moi c'est un grand film d'arts martiaux, et encore une fois la manière de filmer de Yuen Woo-ping, je trouve, se rapproche énormément d'un versus fighting, parce que je sais pas si tu as remarqué, Yuen Woo-ping, et on le voit encore plus dans la scène qu'on a choisie, filme énormément de profils en fait. Et ça fait un effet un peu, si vous êtes fan de Street Fighter, de Tekken et compagnie, et c'est des films versus fighting, hein, deux côtés, et il y a un petit côté, voilà, on se dit, ça fait un peu jeu vidéo, quoi, tu vois. Alors, je sais pas si c'était conscient dans la manière de filmer et dans la manière de chorégraphier du Yuen Woo-ping, mais en tout cas, à l'écran, ça saute aux yeux, quoi. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y a énormément de plans de côté, il n'y a pas que ça, mais il y en a quand même. Non, mais ouais. Et puis là, je trouve que la réalisation, elle est virtuose. Enfin, moi, je trouve que. Oui, il n'y a pas un cut mal placé. Non. Les angles de caméra, ils sont là pour mettre en valeur l'artiste, enfin les artistes. On fait des cuts juste pour renforcer l'impact de certains coups, de certains impacts. Derrière, il y a une petite anecdote d'ailleurs pour ça, que je vous saurai ici. Dans la première scène du film, à un moment donné, Jet Li en valdinguait un élève japonais, donc de Funakoshi, et il l'envoie valdinguer dans la vitre, mais d'une manière assez brutale. Et Yuen Woo-ping était parti pour dire on l'a refait, parce que il se dit on peut faire mieux, etc. Et en fait, il y avait une telle brutalité, il y avait une telle sincérité dans cette première scène qui était brute. Gordon Chat, il a dit non. Je garde c'était la première scène, c'était le premier shot. Il a dit non, je garde ça parce que c'est ça que je veux dans le film, quoi. Je veux cette brutalité, je veux cette violence dans les coups, dans les combats, et ça se ressent, ça tape. T'as l'impression que ça tape sévère, quoi. Et là, je trouve que le film est vraiment, vraiment génial, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Mais non, je parle beaucoup, mais je monopolise un peu la parole, mais... Non. Mais oui, non, là c'est bon, après on va parler un peu de la scène. Donc on va passer à la scène qu'on a choisie. Oh, surprise. Alors, du coup, je l'ai spoilé. On va parler de la scène finale. C'est un peu honteux. J'ai spoilé, on va parler de la scène finale. Mais c'était dur, on peut le dire. Ouais, non, c'est sûr, parce qu'il y a pas mal de scènes dans ce film-là. Donc, c'est une scène qui oppose Billy Cho et Jet Li, qui se fait en 3 temps, on va dire. Ouais, rappelle le contexte à la base, comment la scène démarre. Et puis après, oui, il y a ce fameux 3-4 temps pour arriver au truc, si tu t'en souviens ou pas, je sais pas. Ah non, vas-y, je te laisse la main. Ils arrivent à 2 en fait, à la base. Oui, ils arrivent à 2 au départ. Il arrive avec Ting Han, et il se fait rosser, et il se fait même humilier, parce qu'en fait, à aucun moment, Fujita ne se sert que d'une main, il est appuyé sur la pancarte qui, je ne sais plus ce que veut dire, la pancarte qui tient, mais c'est quelque chose pour humilier le peuple chinois. Et il garde sa main dessus et il lui met une rouste monumentale. Et c'est là que Jet Li après rentre en scène. Et c'est là que le serious business commence.
Et c'est la première partie où Jet Li se fait un peu roaster par Billy Cho. Et c'est là où on voit aussi la... Moi j'aime bien dans ces films-là, c'est que on a parfois des méchants qui sont très grands. Oui, ça c'est vrai, il faut le dire. On l'a pas décrit, décris le personnage. Oui, alors Billy Cho, il est en uniforme, il est très grand, il a des Rangers, il a des grandes jambes aussi. Il a des grandes jambes, et moi ce que j'adore dans ce genre de film, on a vu il y a eu à peu près pareil dans certains Jackie Chan aussi, où en fait, notamment Combat de Maître à la fin, où parfois on a des méchants qui sont très grands, qui sont très puissants en termes de coups, et la réalisation arrive à les rendre puissants. Oui. Et tu te dis, purée, le héros qui est en face, voilà, il peut se prendre une sacrée mandale, et c'est ça que je trouve assez impressionnant dans ce genre de film, c'est qu'ils arrivent à nous faire ressentir, à nous spectateurs, la puissance et l'invincibilité de certains méchants. Et c'est vrai que toute la première partie du combat, Jet Li va se faire défoncer la tronche, et notamment il va saigner au niveau du front. Oui. Je trouve que là où même c'est une blessure très emblématique, parce que ce genre de blessure tu l'as pas souvent dans les films en fait. Non. C'est souvent l'arcade qui est pété ou autre. Là vraiment c'est au niveau du front, et on a toute une première partie où il va se faire roaster, et la deuxième partie en fait où ça va être équitable, c'est-à-dire que Jet Li un peu plus équilibré. Jet Li va commencer à donner des coups et va commencer à blesser le méchant, jusqu'à ce que il se fasse déboîter l'épaule par Billy Cho. Par un coup, faut le dire, un coup dans l'épaule. Ouais, tout à fait. L'épaule sort. Et donc là, on se dit bon là c'est foutu. Ouais, ça va repartir en fait, il va se refaire dominer un peu de temps. Et puis au final, en fait, on assiste à un troisième acte. Mais dantesque, où en fait on a un Jet Li qui est surpuissant, et même là tu vois la puissance de Jet Li. Et alors c'est rare, alors je vais te dire très franchement pareil, mais c'est un des rares films où je vois la puissance même de Jet Li, tu vois. Oui. Où tu te dis purée, le mec il est à la fois rapide, il peut faire pas mal de choses, et il est puissant, rapide, il fait mal, et je crois que c'est un des films, alors peut-être parce qu'il est pas câblé aussi, c'est peut-être ça, mais c'est un des rares films de Jet Li où je me dis waouh, hey, impressionnant, le mec il est fou. De toute façon, moi je le dis pas assez dans ce podcast, et attention, me jetez pas la pierre, mais je suis pas un énorme fan des combats câblés. Voilà, je le dis, j'aime les arts martiaux terre à terre, où en fait c'est plutôt entre guillemets la forme physique, on va dire, le côté physique de l'acteur qui fait que le mec peut sauter très haut, faire des coups de pied très haut, etc. Ou alors éventuellement aller sur un petit matelas qui rebondit, qui a un peu d'extension, tu vois, à la limite, j'accepte ça. Mais c'est vrai que là, c'est juste incroyable. Et c'est vrai que le déclencheur, tu l'as dit, c'est ce moment où il se remet l'épaule en place. Et rien que cette scène-là, putain, elle est géniale, quoi. La façon dont il se remet l'épaule, clac, clac, tac, c'est reparti. Et puis là, t'as la petite musique qui redémarre. Et puis... Et cette dernière scène, elle est folle parce que il enchaîne des trucs assez fous. Et comme on le dit, c'est ce qui est intéressant dans ce combat-là, c'est que c'est un combat où il combat avec la tête. Tu vois, il réfléchit, il analyse son adversaire. Il va utiliser ses faiblesses, il va utiliser ce qui va l'handicaper. Quand tu dis il le blesse à l'arcade, on voit à un moment donné que le sang coule dans l'œil. Et là, il y a un petit regard, il y a la caméra qui se tourne sur Jet Li qui regarde à ce moment-là Fujita. Et on se dit, ok, il va exploiter ce point-là. Et c'est là que c'est incroyable, parce qu'après, il y a tout ce génie aussi de Yuen Woo-ping dans la chorégraphie des combats, où moi, il y a un coup signature que j'adore, où Jet Li enchaîne des crochets du droit à Fujita, qui est quand même plus grand que lui. Il lui met au visage, il en met 1, 2, 3. Le quatrième, ce qui est génial, c'est qu'en fait, il lui met la main, il met la main en feinte au niveau du côté gauche du personnage, et il revient insister encore sur sa blessure, quoi. Donc en fait, le personnage de Fujita s'attend à avoir un coup qui arrive de la gauche, mais il continue à l'enchaîner de la droite, et il y a cette feinte de main gauche qui arrive au niveau des yeux, et du coup, il est perturbé. Moi, j'adore ce mouvement, c'est con à dire, mais c'est une feinte, je trouve, qui est pour moi un de mes coups préférés, et pourtant ça paraît pas, mais ça marche tellement bien, que je trouve que ce coup-là est juste magistral. Après, il en fait des
Il est super, hein. Il a ses coups de pied, il fait 3 coups de pied en l'air, avec rotation, etc. Là, on a eu un petit doute, on s'est dit est-ce que c'est vraiment lui qui le fait, est-ce qu'il est doublé pour ça, parce qu'on voit pas très bien, donc on n'a pas su dire. Mais en tout cas, ce coup-là est juste magistral, et c'est le coup de finish, on va dire, qui va finir par battre en fait le général sans le tuer. C'est important. Il ne le tue pas, mais il lui met une sacrée raclée. Et encore une fois, il y a une évolution de son style dans ce combat. C'est ça que je trouve qui est hyper intéressant. C'est que il est très tendu tout le long du combat. Il n'arrive pas à sortir son style parce qu'il est acculé par la puissance et la vitesse du personnage de Fujita qui lui met des gros coups de tatane, a une allonge énorme. D'ailleurs, ses coups de pied, il est tellement grand qu'il frappe pas avec le pied, il frappe avec le tibia. Il envoie des coups de tibia dans les côtes de Jet Li. Les coups de poing, on a l'impression qu'ils sont dévastateurs. Et il n'arrive pas à se mettre en place. Et c'est vrai que le petit déclic, c'est sur la fin, où là, son style va se relâcher et il va commencer à sautiller. Tu vois, et c'est là où il va commencer à reprendre le style qu'on avait vu dans les débuts, quand il affronte donc l'héritier de Jinyu. J'ai un trou là. L'héritier de... Ah, m'en voulez pas. Moi, les noms chinois, c'est très compliqué. Jinwu. Il va se relâcher, il va commencer à avoir une attitude un peu de boxe, un peu à la Mohamed Ali, tu vois, dans la manière de se battre, tu sais, la boxe dansante, tu sais, où il va être sur le côté, les petits pas qui sautent et compagnie. Et il y a un côté très très Mohamed Ali dans la manière de combattre. Il a certainement dû voir Mohamed Ali combattre, parce que ça colle avec la période. Et du coup, là, c'est là où il se libère. Et c'est là où il est incroyable. Et waouh, cette scène, elle est longue en plus. On en a pour notre argent. Et elle est orgasmique. Enfin, moi, je sais que elle dure 10 minutes, la scène. C'est pour ça qu'on fait ce podcast-là, quoi. Ouais. C'est pour des scènes comme ça, quoi. On retrouve, alors, je spoil un peu comme ça, parce que... mais je suis allé voir le film City of Darkness. Oui. Qui est incroyable. Et on retrouve un peu ce genre de scène. Et c'est orgasmique, quoi. Ouais. Et clairement, on va pas spoiler, mais quand l'année prochaine on classera les scènes d'action, je pense que celle-là, à mon avis, si on fait pas d'autres gros films entre temps, elle va venir un petit peu chatouiller le top 3. Un petit peu. Ouais. Oui, bah. Mais dans ma tête, j'ai le classement déjà, hein, je te le dis. Hein. Ouais. Ah oui. Ouais. Ah. Oh. On se le dira en off. D'accord. Mais... Oui. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Ouais. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur la scène? Non, mais ce qui est bien encore, ça termine sur une note positive. On peut spoiler la fin. Le personnage ne meurt pas. Le personnage est entre guillemets embauché pour aller sur d'autres missions. Donc on pourrait supposer qu'ils font une suite. Je pense qu'il y avait une possibilité. Donc c'est là que c'est intéressant de voir s'il connecte le film avec Donnie Yen avec ce film-là. Je l'ai pas vu, encore une fois, je ne peux pas avancer. Dites-nous, auditeurs, s'il y a une connexion avec le premier film, mis à part le personnage de Shenzhen. Mais en tout cas, voilà, il y a ce personnage de l'assistant japonais qui intervient et qui calme le jeu et qui a tendance à pas vouloir faire de vagues. Parce que c'est le général qui a dépassé les bornes. Et je trouve que c'est, encore une fois, je rajoute un truc tout bête, mais il y a du fusil de Tchekhov dans ce film et dans le fait de chorégraphier les arts martiaux et chorégraphier des combats. Je m'explique. À un moment donné, quand Jet Li est accusé en fait du meurtre du sensei du dojo japonais, donc en fait on apprend, excusez-moi, spoiler alerte, c'est le général Fujita qui a tué le sensei pour incompétence, parce que voilà, etc. Donc il l'attrape, il le soulève de sa puissance et il lui brise la colonne vertébrale à la manière d'un Bane de Batman. Voilà, petite référence pop culture au passage. Et à un moment donné, c'est là où c'est très malin, Jet Li se retrouve dans cette situation-là, où le général le soulève et on se dit oulala, il est déjà pas bien, il va lui briser et en fait non, tac, il arrive à trouver une subterfuge, il lui attrape le cou, tac, et il arrive à se défaire. Et à 2-3 reprises comme ça, il se défait de coups qui auraient pu être critiques à un moment donné, où il se fait guillotiner. Donc en fait le général Fujita lui attrape le cou et lui serre le cou, et en fait avec sa puissance, parce que Jet Li est très léger par rapport à lui, l'envoie valdinguer et on sent qu'il va aller l'empaler sur un poteau en bois. Et pareil, Jet Li, encore une fois, arrive avec une pirouette à se sortir des tenailles du général Fujita. Et encore une fois, tout ça parce qu'on nous l'aura distillé pendant tout le film, en se disant, ce mec-là est puissant, ce mec-là
est capable de parer les coups à la manière d'un Mathias Huss en gonflant les pecs. Ouais. Hein, petit Mathias, si tu nous regardes, si tu nous entends. Et brise des côtes, enfin brise des comment dire, des colonnes vertébrales, ça, et on se dit putain, c'est Jet Li qui fait 1 à 2 têtes de moins que lui, qui est 2 fois plus léger que lui. On se dit mais comment est-ce qu'il va sortir de ce combat titanesque, quoi. Et bah, c'est là où c'est fort, quoi. Bref, c'est une grande scène d'arts martiaux. Et bah écoute, en tout cas, si vous n'avez pas compris qu'on aimait ce film-là, et bah du coup, ça va être compliqué pour vous. En tout cas, on adore Fist of Legend. C'est vraiment un film culte avec Jet Li, et je suis très content qu'on ait pu en parler là en début de saison. Oui. On a une petite surprise pour vous, bien évidemment. Alors, rapidement, juste un dernier mot. Je pense que pour les néophytes du genre, c'est à la fois, je trouve, une très bonne porte d'entrée pour des gens qui veulent s'intéresser à Jet Li. Si vous n'avez jamais vu de Jet Li, ce que je pense pas, si vous êtes là, c'est qu'à mon avis, vous l'avez vu, mais il y a peut-être des gens qui sont passés à côté de ce film-là, donc je trouve que c'est déjà une très très bonne porte d'entrée. À mon sens, beaucoup plus accueillante et beaucoup plus simple d'accès qu'un Il était une fois en Chine, ces films en costume. Voilà. Taishi Master l'est aussi, hein, une très bonne porte d'entrée, mais ça on en parlera un autre jour. Mais celui-là en tout cas est une très bonne porte d'entrée à la carrière de Jet Li, et je trouve au cinéma hongkongais, à Yuen Woo-ping, voilà, à tous ces gens qui ont fait les belles années du cinéma HK, et clairement pour moi c'est une super porte d'entrée, et c'est un grand film. Et donc la surprise, vas-y, je te laisse. Et donc la surprise, c'est que en fait, on commence par un gros film, et qu'on va vous faire gagner les DVD, 3 DVD de ce gros film. Oui. Monsieur, voilà. Donc vous verrez sur Twitter comment se passe l'organisation, et Instagram, l'organisation de ce lot à gagner. On vous expliquera tout sur les réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà, on vous fait gagner 3 films de Fist of Legend. 3 DVD, pardon, de Fist of Legend. Donc, c'est les DVD de HK Vidéo. Donc, c'est les collectors. Collectors double DVD, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on est très excités déjà à l'idée de vous faire gagner ça. Et puis, en plus, voilà, pour bien démarrer la saison. Donc, ça, c'est vraiment cool. Alors, ce que je peux préciser juste pour les auditeurs, ce ne sont pas des DVD neufs, hein, évidemment, puisqu'en fait, ce sont des DVD qui ne sont plus à la vente. Mais on a, avec Jazz, on a depuis quelques semaines, mois maintenant, on recherche des titres de Fist of Legend en super état. Clairement, état neuf, hein, voilà, c'est des trucs vraiment super bêta. Je suis très très content qu'on ait réussi à trouver ça. Et du coup, donc, voilà, en fait, l'idée c'est symbolique, on n'a pas engagé de grosses sommes d'argent là-dessus, mais c'est aussi à la fois aussi par ce biais-là, déjà donner un peu de visibilité au podcast, parce que les concours ça aide toujours un petit peu au podcast d'être visible, et du coup en fait c'est aussi pour nous de vous partager en fait notre passion des caches, notre passion de la deuxième vie qu'on peut donner à un DVD ou à une œuvre en général, hein, que ce soit des BD, des comics, des vinyles, j'en passe. Et là on a trouvé 3 superbes DVD en super qualité avec les DVD en super état, et forcément voilà, on va vous faire gagner ces DVD là et on vous les enverra une fois que vous serez tiré au sort, et puis voilà, et on espère en tout cas vous partager un peu notre passion avec ce concours là. Mon cher Seb, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. Oui. Du coup c'était un plaisir. On fait 1h30, 1h20, 1h30, un truc comme ça. Ouais, ça va. Je crois que c'est un des plus gros épisodes en épisode normal, on va dire. Mais c'est bien, pour Fist of Legend, c'est très bien. Il y avait des choses à dire. Il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, je ne sais plus quel est le prochain film, donc je ne vais pas le teaser, parce que je suis un peu perdu dans le calendrier. Ah, c'est peut-être Tony Jaa. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est peut-être Tony Jaa. Ah ouais, t'as peut-être raison, ouais, c'est ça. Et on reste donc, finalement sur peut-être le premier choix, parce que ça me permettra un peu de hater un peu sur ce film. Ouais, et c'est vrai qu'en plus, pour la petite anecdote, il me semble que on devait l'enregistrer. Oui, tu m'as lâché. Tu m'as planté. Je t'ai planté sur ça. C'était pas disponible. Bref. Oui. Pas de drama. Tu m'as traîné dans la boue.
c'est pas possible, Philippe. Non, ça n'a rien à voir, c'est nul. Donc, écoutez, merci Seb pour cet épisode. Ouais, merci à toi, c'était très cool. Et puis, ça fait plaisir de reprendre le micro. Ouais. Et puis, n'oubliez pas. Puis on a hâte de vous montrer aussi ce qu'on pourra vous proposer sur YouTube. On espère que ça vous plaira. Carrément. Des choses un peu différentes. Et on se permettra un peu plus de liberté parce que le format YouTube le permet aussi. Voilà, on vous en dit pas plus, mais on a quelques touches avec des choses qui peuvent vraiment être très intéressantes. Donc voilà, restez à l'écoute, restez connectés comme on dit. Et puis logiquement, vous devriez avoir les infos. Mais en tout cas, on est content parce qu'il y a eu quand même un très beau démarrage sur YouTube. En tout cas, au-delà de nos espérances. Parce qu'on sait que YouTube, des fois, ça peut pas décoller les 10 vues et on a des épisodes qui marchent bien. Même le format iKick dans TK, charge pas ma tête. Marche plutôt bien, avec pas mal de gens qui commentent, en tout cas plus que sur le podcast, et ça c'est cool déjà, enfin, j'essaie de répondre vraiment à tout le monde. En tout cas, n'oubliez pas de vous mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast afin que l'on soit référencé. Mon cher Sam, on se retrouve dans 15 jours. Eh oui, 15 jours, fidèle au poste. Pour un nouvel épisode. C'est ça. Et puis à très bientôt. Ouais. Ciao. Allez, ciao tout le monde.